Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Impact. Il est devenu multimillionnaire en revendant son entreprise, Consodata, en l'an 2000. Depuis, ce génie du marketing a beaucoup voyagé, mais il s'est surtout fait remarquer en revalorisant un palace, le Royal Monceau, à coups de pioche lors d'une demolition party très médiatique. Un féru de business plutôt méconnu du grand public qui bouscule l'establishment en s'installant au cœur de notre patrimoine. Récemment encore, sa candidature à la reprise de l'hôtel de la Marine a fait couler beaucoup d'encre dans les hautes sphères intellectuelles et culturelles françaises. Alors, quel est le parcours de cet entrepreneur de 42 ans? Quelles sont ses conceptions de l'art, de la création et du mécénat? Alexandre Allard est notre invité. Impact, c'est tout de suite. Alexandre Allard, bonjour. Vous avez 42 ans, vous êtes le fondateur d'un groupe qui porte votre nom. Vous avez fait fortune il y a 11 ans en revendant votre entreprise, Consodata. Nous reviendrons sur tout cela dans un instant. Alexandre Allard, je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau d'Impact. Quand on regarde votre parcours, on se rend compte qu'au départ, vous n'aviez pas d'intérêt particulier pour l'art ou pour la création. Vous avez passé une partie de votre enfance en Côte d'Ivoire, puis vous avez abandonné les bancs de l'école assez vite alors que vous étiez en prépa HEC. À 17 ans, vous vous lancez dans la création d'entreprises avant de créer Consodata 7 ans plus tard. Une première question, est-ce que être un self-made man, pour vous, c'était une affaire d'honneur, un but dans la vie? Absolument pas. Je ne réalisais pas que je serais obligé de créer mon entreprise pour m'adapter au système qui m'entourait. J'ai parti comme tout le monde, une terminale avec une mention. Après, je suis parti en prépa HEC. Et en prépa HEC, je me suis rendu compte que, à l'époque, la prépa HEC fabriquait des cohortes de chefs de produits qui rêvaient d'aller chez L'Oréal, chez Procter, etc. Et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout fait pour ça. Que vous ne rentriez pas dans le moule? Je rentrais absolument pas dans le moule. Donc je me suis dit, j'avais déjà eu avant, dans ma vraiment toute jeunesse, des petits projets que j'avais faits qui m'avaient rapporté de l'argent. Je m'étais dit, je vais le fabriquer tout seul, mon argent, et je vais faire mes petits projets. Et donc je suis parti après un oral préparatoire à HEC et j'ai créé ma boîte. Voilà. Jacques Séguéla dit de vous, je l'ai connu très jeune, il était très brillant, il avait tout compris des nouvelles technologies. Alors expliquez-nous la recette miracle pour créer une entreprise qui marche. Il y a 2-3 choses qu'il faut savoir quand on veut créer une entreprise. La première chose, c'est que la réussite d'une entreprise, et tout le monde l'oublie beaucoup aujourd'hui, c'est essentiellement la créativité. C'est-à-dire on peut dire que tout existe dans le monde qui nous entoure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelque chose qui existe déjà? Non, il faut faire quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose pour lequel il faut lutter énormément, parce que quand vous allez voir des banquiers, des investisseurs, ils cherchent toujours le comparable. Ils cherchent toujours à vous dire, mais quel est le business qui existe, qui a le même modèle et qui marche? Et par essence, c'est surtout pas ce qu'il faut suivre. La première chose, c'est la créativité. La deuxième chose, c'est l'abnégation. Ça veut dire que on va se battre contre tout le monde et contre tout, et surtout contre soi-même, parce que 1000 fois, on va avoir l'occasion de laisser tomber et de dire qu'on n'est pas sur la bonne voie, mais il faut continuer, il faut persévérer, parce que je crois que ceux qui vont jusqu'au bout, eh bien, c'est à la dernière seconde qu'ils se rendent compte que ça réussit. Et 1000 fois, on aura l'occasion de se dire que c'était pas la bonne voie, mais il faut rester dessus, parce que tout peut marcher dès lors qu'on y croit. Après, il faut savoir travailler et avoir du talent, mais bon, ça c'est... Justement, le travail, vous dites, chez moi on faisait les 3-8, j'ai tué la concurrence. Donc votre secret c'est de travailler 24 heures sur 24 ou... Non, mais c'était l'époque, j'avais 17 ans, je savais même pas ce que c'était qu'une entreprise, j'ai jamais fait de compta dans ma vie, donc vous imaginez, 17 ans, c'est quand même, là je les vois aujourd'hui, c'est des gosses, quoi. Donc pour pouvoir gagner notre vie, on utilisait des nouvelles technologies que les autres n'avaient pas. À l'époque, c'était les Macintosh, et on vendait 10 fois moins cher que tout le monde, donc c'était très facile. On n'avait pas la crédibilité, mais on était tellement pas cher que tout le monde voulait essayer. Après, on a remonté les prix, mais effectivement, on travaillait jour et nuit. C'est grâce à ça qu'on a gagné tous les marchés, parce que les clients livraient le soir et le lendemain matin, ils ne savaient pas pourquoi, mais c'était fait sur leur bureau. Justement, tout ce travail a porté ses fruits puisqu'en 1994, vous créez Consodata. Donc, on rappelle le principe qui est simple en fait, envoyer des questionnaires dans les foyers européens sur tous les sujets possibles. Donc, le concept fait un tabac. Et vous dites d'ailleurs, dans ce business, les fichiers n'ont pas de prix. Au début des années 90, je travaillais pour beaucoup d'agences de publicité qui comprenaient absolument rien à la technologie. Et donc, j'ai commencé à faire pour elles des bases de données.
Et c'était le début du marketing direct et le début du marketing individuel. Et personne ne croyait qu'un jour le marketing individuel deviendrait plus fort que le marketing publicitaire qu'à l'époque régnait surtout. On achetait des pubs à la télé, dans les magazines, il n'y avait que ça à l'époque, ou des affichages, etc. Et j'ai réussi à convaincre des grandes entreprises que leurs clients avaient de la valeur, qu'il fallait les fidéliser, etc., etc. Et puis en créant ces bases de données, je me suis rendu compte que chacun a créé ses bases de données, que ça leur coûtait des fortunes, et que en réalité, c'est pas là qu'ils devaient mettre l'argent, que l'argent ils devaient le mettre dans la relation avec les clients. Et donc on a inventé comme ça le marketing relationnel, qui est un mot que j'ai inventé, qui existe aujourd'hui encore. Et pour vendre à mes clients, je disais voilà, vous allez faire du marketing relationnel. Et pour syndiquer les coûts d'acquisition des données sur les individus, parce que vous-même, le matin, vous vous douchez, vous utilisez du savon, du shampoing. Après, vous montez dans votre voiture, vous devez payer une assurance, vous achetez une voiture, vous allez peut-être changer de maison, avoir des enfants, acheter des pampers. C'est la même personne qui est en contact, finalement, avec toutes ces opportunités d'achat. Et donc, c'est cette personne-là qu'il faut qu'on connaisse. Et après, à chaque marque, de nourrir le dialogue dessus. À l'époque, c'était une révolution. D'y croire, et l'idée c'était de collecter donc l'information verticale sur chaque individu et de la mettre à disposition de tous les annonceurs. À cette époque-là, le seul média qu'on avait, c'était le papier. Puis après, on a eu le SMS, après on a eu les emails, et ainsi de suite. Et puis ça a amené à la génération qu'on connaît. La société a eu beaucoup de succès en France. On a, en un an, on est devenu leader français du marché du fichier qui existait depuis des années et des années. Et puis après, on a décidé de lancer ça en Espagne, en Italie, en Angleterre. Après, on allait conquérir l'Amérique. Et là, l'Internet, c'est vrai que quand on est arrivé sur le marché américain, le marché était déjà tellement colossal, il y avait des leaders monstrueux. On s'est dit par quel côté on va les prendre? On va les prendre par l'Internet. Et comme d'habitude, ces boîtes qui étaient des leaders, des boîtes incontestées, qui tenaient tout le marché, n'ont pas vu et n'ont pas senti que l'Internet était un moyen et de collecter et de dialoguer avec les gens. Donc on a créé les premiers, des bases de données comme ça sur Internet. Et là, c'est vrai que l'aventure a encore pris une accélération jusqu'à ce qu'on devienne leader mondial de la fourniture de données sur les consommateurs pour le marketing. Et aujourd'hui, le principe qui est utilisé par Facebook, à 30 ans, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour des raisons personnelles, parce que je crois qu'à tout moment dans la vie, il faut savoir faire des choses essentielles. Mais si on avait continué, la logique, c'était évidemment la création de Facebook. Je me souviens d'un site qu'on avait créé. Vous auriez pu créer Facebook, en fait. Écoutez, nous, on collectait des données et on les revendait. On avait regardé, pour reprendre DoubleClick, à l'époque, qui était la régie publicitaire numéro 1 au monde, et utiliser nos données pour les merger et faire de la publicité complètement personnalisée. Et puis, on avait déjà créé des sites. Je me souviens d'un site qu'on avait créé qui s'appelait Am I Hot or Not, où le principe, c'était de mettre pour collecter de la donnée, on mettait la photo des gens qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas, et les gens votaient en disant qu'elle était moche ou qu'elle était sympathique, etc. Et pour ça, il fallait donner de la formation sur soi pour participer. Ça ressemble énormément au début de Facebook. On faisait ça en 1999. Et après, on a décidé de faire les choses différemment dans notre vie. Et donc, j'ai arrêté. Mais c'est clair que c'était le chemin qu'ont suivi Facebook par la suite. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, à 30 ans, vous avez décidé donc de revendre votre entreprise Consodata et de prendre une retraite un petit peu anticipée. Vous êtes parti aux Antilles, vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que vous ne vous êtes pas ennuyé assez vite finalement? Pas du tout, parce que, bon, d'abord j'ai de la chance parce que j'ai une femme extraordinaire qui m'a... C'est pour elle que j'ai fait ça. Et puis, si vous voulez, je prenais 220 avions par an. J'avais des clients qui au départ faisaient 50 ou 100 000 euros, qui faisaient 50 millions de dollars par an. Et donc, je devais voir les présidents, je devais courir d'une réunion à l'autre, jouer le petit génie toute la journée, en même temps gérer des équipes. C'était devenu extrêmement tendu et je me rendais compte que ça servait à rien finalement, tout ça. Enfin, pour moi en tout cas, et qu'il fallait penser à moi. Donc j'avais promis depuis toujours que je prendrais ma retraite à 30 ans, le jour de mes 30 ans, et il a fallu que je fasse en sorte de m'exécuter. À ce moment-là, il a fallu d'abord désapprendre à travailler.
Parce que c'est une espèce de rythme, quoi. On se réveille le matin, on a des to-do list énormes, et même quand on n'a plus rien à faire, on essaye de chercher cette to-do list. Donc il a fallu désapprendre à travailler, donc c'était un grand travail. Et puis après ça, voir s'il y avait des choses plus essentielles dans la vie, ce que je savais, que je cherchais, et je les ai trouvées. Et donc à partir de là, vous savez, quand vous avez désappris à travailler, vous pouvez passer des semaines et des semaines à ne plus rien faire, et c'est merveilleux. Consodata, vous l'avez revendu 500 millions d'euros ? Consodata, oui, on l'a revendu 500 millions d'euros. Est-ce que, pour vous, revendre sa société à 30 ans, 500 millions d'euros, c'est quelque chose d'exceptionnel qui arrive qu'une fois tous les 100 ans, on va dire, ou est-ce que c'est possible et accessible encore aujourd'hui à quelqu'un qui créerait une entreprise ? Moi, je suis plus dans ces logiques-là. Ça ne m'intéresse plus de créer des boîtes en me disant ça va avoir des milliards, etc., etc. Mais d'abord, il faut quand même être dans cette logique, c'est-à-dire que ça vient pas par hasard, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une histoire, il y a de l'affection, il y a du travail, et puis on fabrique un système autour, une espèce de start system qui va prendre le bébé et le monter très très haut. Donc tous les jours, on voit Facebook, ça vaut des milliards. Bon, tous les jours, on peut créer des sociétés qui valent 500 millions. Mais le monde est prêt à les acheter et les liquidités sont là de plus en plus fortes pour ça. Et le monde qui se développe autour de nous, en dehors de notre économie qu'on appelle en crise l'économie occidentale, mais le monde autour de nous qui est en Chine, en Inde, au Brésil, au Moyen-Orient, etc., qui fabrique de la richesse avec des taux de croissance de 7 à 10%, lui fabrique tous les jours des opportunités de fabriquer ces entreprises-là. Et qu'est-ce que vous avez fait de tout cet argent ? Puisque vous avez quand même dit, au-delà de 50 millions d'euros, l'argent ne sert plus à rien. En fait, j'ai fait ce calcul et c'est vrai qu'après 50 millions d'euros, qu'est-ce que vous voulez faire ? L'argent, il vous sert à soit à le réinvestir, soit à le donner. Donc, c'est vrai qu'au-delà, j'en ai gaspillé un gros bout pour m'amuser. Pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir. Puis bon, j'ai vu que ça faisait pas finalement si plaisir que ça. Et puis quand vous avez 30 ans, quand même, c'est très très jeune, quoi. Donc vous dites, vous avez eu beaucoup de chance, il faut redonner. Donc j'ai commencé à faire des tas d'opérations caritatives, à participer à tout ça, à analyser un petit peu comment tout ce monde-là fonctionnait et vouloir sauver la planète. Donc, voilà. Et est-ce que c'est à cette époque où donc vous étiez très jeune, en retraite un peu anticipée, avec beaucoup d'argent, que vous avez découvert un peu les plaisirs des gens très riches ? Et c'est de là, d'une certaine manière, que sont venues toutes vos idées pour la création J'ai eu le temps de me reposer et de me rendre compte que j'ai le temps de chercher quels étaient les fondamentaux de l'homme. C'est vrai, pourquoi je suis là, moi, et pourquoi vous êtes là. On a une fonction. Je me suis demandé, mais à quoi on sert ? À gagner de l'argent, et bon, on peut servir à autre chose. En réalité, le fondamental de l'homme, c'est la création. La différence entre nous et un animal, c'est rien d'autre que la création. Et ce qu'on a su faire depuis des milliers d'années, c'est perpétrer cette espèce de chaîne et ce relais fantastique du premier gars qui s'est baissé pour ramasser de l'herbe ou une racine et la manger, dire tiens c'est bon, expliquer ça à ses copains, à aujourd'hui des gens qui fabriquent des téléphones mobiles, enfin des iPads, etc. Toujours été la création qui a dominé le monde. Il se trouve que depuis quelques temps, on a régressé de ce point de vue-là, parce que les grandes masses financières, le diktat dont je vous parlais tout à l'heure, a changé les choses. C'est devenu très difficile d'être un créateur. De sortir des rails. Sortir des rails, de pousser les limites. C'est devenu extrêmement compliqué. Justement, cette envie de créer, vous avez décidé de l'appliquer au patrimoine, d'une certaine manière. En 2007, vous êtes revenu, vous avez signé votre retour en rachetant le Royal Monceau à Paris. Et là, vous vous êtes fait remarquer un peu dans la fantaisie, un peu dans la provocation en juin 2008, quand vous avez organisé cette fameuse Demolition Party, une énorme fête en fait au Royal Monceau, où vous avez invité des VIP comme Guillaume Canet, Lou Doyon, Jude Law, et vous leur avez donné des pioches pour qu'ils détruisent en fait tout un étage du palace. Pourquoi vous avez fait ça La vraie histoire, c'est que j'ai fait des projets dans plein de pays dans le monde et qu'à un moment, je me suis dit, ça suffit, tu habites à l'étranger, il faut que tu fasses des choses dans ton pays. Tu peux pas dire toute la journée que ton pays est coincé et qu'il n'y a pas de solution, etc. Donc je me suis dit, je vais faire quelque chose dans mon pays. Je suis passionné par l'architecture et le design depuis toujours. Et donc j'ai dit, je vais créer un lieu qui va changer les choses. Et surtout, qui va faire sortir les Français de ce cliché abominable qui nous projette dans le passé, au XVIIIe siècle. Chaque étranger qui vient à Paris rêve d'aller dans des chambres en faux Louis XVI, en faux Louis XV. Vous voulez dépoussiérer le passé. Et dépoussiérer et dire que dans le patrimoine que nous avons,
il y a une richesse extraordinaire et cette richesse, elle est le produit de la confrontation de ce patrimoine et du monde d'aujourd'hui et de le tourner vers l'avenir. Donc j'ai pris un emblème qui était le Royal Monceau, qui est quand même un emblème de ce qu'on appelle les palaces, qui est très unique à Paris. Et puis il fallait montrer que cette machine, qui était en fait une machine fermée sur le monde, qui rassemblait l'establishment, enfin tout ce que moi je n'aime pas sur cette planète, et montrer que tout ça on pouvait le nettoyer. Et la grande opération de nettoyage, c'était cette Demolition Party. C'est un symbole, c'est la recréation. C'est absolument pas de la destruction gratuite. Mais vous saviez que vous alliez quand même déclencher les hostilités des défenseurs du patrimoine. C'est une opération de création. Si on choque pas, personne ne retient rien. Donc c'est une démonstration. On rassemble des gens, on fait un acte symbolique. Vous voyez, je sais pas combien ça fait de temps, mais ça fait 3 ans. Aujourd'hui, vous en parlez encore. Il y a plein de gens qui en parlent. Ça a marqué les esprits. Et c'était une manière aussi de montrer que Paris pouvait renouer avec sa folie, celle qui a attiré les artistes, celle qui intéressait tout le monde, parce que Paris n'est pas intéressant depuis 50 ans. Paris était intéressant dans les années 30, Paris était intéressant au siècle des Lumières. Il fallait redonner l'attrait de cette ville, montrer qu'elle était capable de cette folie et montrer qu'elle était capable de cristalliser cette folie. Mais le problème, justement, est-ce que ce n'est pas que cette Demolition Party a trop marqué les esprits, puisqu'il y a quelques mois, quand vous avez déposé un dossier de candidature à la reprise de l'hôtel de la Marine, il y a eu une sorte de levée de bouclier des plus conservateurs. Est-ce que vous vous êtes dit que cette image vous collait un petit peu à la peau? D'abord, il faut totalement assumer ce qu'on est. Moi, ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour m'amuser et je le fais pour le bien, pour des causes. D'accord ? Je défends une cause qui est celle de mon pays. Je pense que mon pays aujourd'hui est un pays qui a un avenir fantastique, qu'il faut juste qu'on ne se comporte pas en héritier sclérosé, qu'on soit là à épousseter nos monuments. Il y a quelque chose de mieux à faire avec ça. Il y a de quoi créer des millions d'emplois, il y a de quoi attirer des milliers de gens, et il y a de quoi créer une économie extrêmement prospère, centrée sur la création et le patrimoine. Cette économie-là, on va pas la faire exister avec les vieilles recettes du passé, qui est la conservation de nos vieux bâtiments, la mise sous cloche de tout notre patrimoine. Il faut avoir une vision plus moderne des choses. On l'a dit tout à l'heure, vous avez passé une partie de votre enfance en Côte d'Ivoire et vous dites d'ailleurs à ce sujet, je reconnais être décalé. En Afrique et ici, le naturel n'est pas le même. Est-ce que finalement votre histoire personnelle peut expliquer ce décalage entre votre manière de voir les choses et celle de l'establishment français? En Afrique, j'ai appris à être un singe et on me dit ça tout le temps. Ça veut dire qu'un singe, quand il voit une banane, il la prend. Et la bienséance française et l'éducation française font qu'avant de prendre la banane, on demande l'autorisation de la prendre, on consulte. Il y a évidemment 50 personnes qui vous interdisent de le faire et donc vous êtes empêché tout seul de la prendre. Vous passez des autorisations. Voilà, là ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai appris à voir mon pays de l'extérieur. Et j'ai réappris quand je suis reparti, puisque je suis reparti pendant 10 ans de la France, et j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, à le voir dans les yeux des étrangers. Et je me suis rendu compte que tout le monde avait les yeux de chimène pour ce pays, tout le monde adore ce pays, et que ce pays a donc un avenir. Mais qu'il n'y a que lui qui n'en est pas absolument persuadé. Il y a une fierté à être français, mais on ne sait pas comment l'exploiter. Cette fierté, aujourd'hui, il y a 3 points essentiels qu'il faut comprendre, qui montrent que notre pays a un avenir fabuleux. Le premier point, c'est de comprendre que la standardisation extrême dont j'ai parlé tout à l'heure est une opportunité pour nous parce qu'elle déclenche un besoin d'authenticité, d'unique, de confrontation à la vie, de créativité. La France est un pays pour ça depuis des siècles. La deuxième chose, c'est la virtualisation extrême du monde dans lequel on vit. Vous passez 4 à 5 heures par jour sur Internet, vous fréquentez des gens au travers de Facebook, etc. Le monde, la crise de 2008 est une crise totalement virtuelle. On vit dans un monde dans lequel on a perdu pied et cette extrême virtualité provoque un besoin extrêmement fort de physicalité. Et la France, c'est pareil, c'est le pays du physique, c'est le pays où on touche les tomates, on met la main sur de la belle pierre, on regarde les jolies filles qui se baladent dans les rues. C'est ça la France et ça, c'est un deuxième atout colossal pour notre pays. La troisième chose, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que l'ensemble des gens, qui soient des créatifs, des collectionneurs, toutes sortes de gens, ont le même amour pour la France. Il n'y a aucun pays et aucune ville comme Paris qui puisse avoir l'attractivité qu'elle a spontanément sur toute la planète. Les Chinois, les Brésiliens, tout le monde adore la France. Donc en fait, ce que vous voulez faire, c'est rajeunir le patrimoine. Je veux exploiter ces forces-là qui sont là à notre disposition, rassembler les gens qui y croient
pour qu'on puisse ensemble exploiter notre patrimoine, qui n'est pas nécessairement quelque chose pour lequel le citoyen doit contribuer par ses impôts à entretenir, mais qui est un endroit dans lequel on peut créer une valeur et des millions d'emplois. Prendre un bâtiment et le confronter au monde d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire le détruire, bien au contraire. Allez voir ce qu'on a fait au Royal Monceau. Le Royal Monceau, c'était un palace désuet, c'est devenu un modèle, je pense qu'il va être élu meilleur hôtel du monde l'année prochaine. C'est un endroit qui va faire référence dans le monde entier, qui est intemporel, qui a réinventé une manière d'être français et qui n'a pas nié nos racines, au contraire, on a exploité nos racines pour se projeter dans le futur, mais qui, pour autant, eh bien, existe aujourd'hui et est respecté de tout le monde. Et j'ai pas le sentiment d'avoir trahi l'âme française en faisant ce produit-là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Jacques Séguéla a dit à votre sujet, il doit passer de la vedette à la star de Lady Gaga à Madonna. Donc ma question, quelle est votre ambition aujourd'hui ? Vous voulez devenir la figure incontournable dans le domaine de la création en France ? Absolument pas. J'ai mes petites idées, je fais mes projets dans mon coin. Il se trouve que certains projets deviennent visibles et qu'on se retrouve exposé dans les médias. Mais moi, je suis très content j'apporte chaque jour ma petite pierre. J'ai ma manière à moi de faire de la politique. C'est de l'action et c'est d'utiliser les modèles économiques qui sont à notre disposition, plus les grands discours. Voilà. Concernant le domaine de l'art, de la création du patrimoine, on imagine que c'est un univers où on ne voit pas tous les jours un entrepreneur, un spécialiste du marketing qui débarque. Comment vous êtes accueillis dans ces milieux ? D'abord, les professionnels du secteur m'aiment bien parce que comme je suis un client, en général, ça se passe assez bien. Pour ce qui est des artistes, moi j'aime bien les artistes, j'en ai toujours fréquenté. Ce que j'aime, c'est leur capacité à créer. Je ne suis pas dans l'art parce que je suis passionné par l'art. Ce que j'aime, c'est la création. Et l'art, c'est un endroit qui rassemble des vrais et des faux créateurs. Il faut savoir trier le vrai du faux. Mais quand vous tombez sur un vrai créateur, la mécanique intellectuelle de la création, comme je vous le disais, je trouve qu'il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus poétique chez l'homme. Donc là, vous avez une surdensité. C'est pour ça que je fréquente les artistes. Mais je travaille avec des mathématiciens, parce qu'un mathématicien, c'est autant un poète que pouvait l'être Picasso. Je travaille avec des chefs d'entreprise, parce que les idées des chefs d'entreprise sont aussi bouleversantes quelquefois que n'importe quelle œuvre d'art. Ce qui m'intéresse, c'est la création essentiellement. Et quelle est votre vision du mécénat ? Le mécénat, la seule vision que j'ai, c'est qu'en France, dans la culture, le mécénat, en 2 ans, les montants alloués au mécénat ont baissé de 63%. C'est la seule chose que je sais. C'est que donc la France, en tout cas, ne sait pas vendre le mécénat. Qu'il y a dans le monde entier des initiatives privées qui soutiennent la culture de manière extrêmement forte et que la France n'a pas créé les structures adaptées pour capter cet argent. Soit parce que l'argent privé et la culture font mauvais ménage, et ça c'est exclusif à notre pays, dans tous les autres pays ils n'ont jamais fait mauvais ménage, soit parce que on n'est pas des bons commerçants, parce que la culture est essentiellement régie par l'État. Je mentionne également que vous êtes le principal mécène du prix Sciences Po pour l'art contemporain. Quel sens cela a-t-il pour vous de participer à... En fait, j'aurais préféré être le mécène du prix Sciences Po pour la création. Mais bon, l'art contemporain, c'est un grand bout de la création quand même. L'idée derrière ça, c'est d'expliquer aux étudiants que la création, c'est ce qui est de plus important. Et que à savoir avoir un regard différent sur les choses, ça a beaucoup plus de valeur que d'être un grand travailleur, de super bien connaître l'histoire de France, la politique, d'être incollable sur je ne sais pas quel sujet et d'être un super bon calculateur. Dans la vie, le truc qui compte le plus, c'est de savoir regarder par la petite fenêtre par laquelle personne d'autre ne regarde. Ça, c'est le travail des artistes. Et donc, la création, l'art contemporain sont des artistes vivants. Et donc, ils ont une manière différente de voir les choses. Et c'est à cette expérience-là que je veux exposer les étudiants de Sciences Po, moi qui n'ai pas été étudiant. Un mot sur vos autres activités pour finir. Vous faites beaucoup de choses. Quels sont vos projets ? Alors, il y a plusieurs projets. C'est une grosse partie de mon groupe. C'est plus de 60% de mon temps. L'idée, c'est de mettre mon temps et mes modèles et mon esprit d'entrepreneur à faire évoluer les systèmes. On a un site internet qu'on a créé avec Planète Finance et qu'on a lancé il y a quelques semaines et qui connaît déjà un assez grand succès qui s'appelle MicroWorld, qui va permettre à chaque individu de prêter directement pour lutter contre la pauvreté. C'est une sorte de Facebook de lutte
lutte contre la pauvreté. Il y a un film sur l'islam pour essayer de travailler le problème du dialogue interreligieux. Il y a aujourd'hui un énorme problème contre l'islam. À chaque fois que vous allez aux États-Unis, si vous voyez un musulman dans un avion, les Américains ont peur. Donc il y a quand même un problème très grave. Donc l'idée, c'est d'essayer de rétablir un dialogue, donner des éléments de langage communs. Et donc l'idée, c'est de faire un film pour expliquer à chacun, ben voilà, l'islam, c'est une religion comme les autres. Et il y a des gens qui en ont détourné les racines, mais c'est une religion. Et comme toutes les religions, ça se veut être transporteur de messages de paix, de partage. Et que Mahomet a été un des plus grands personnages de l'histoire et que ça, au moins ça se respecte. On va continuer de vous suivre alors. Alexandre Allard, merci beaucoup pour cette conversation. À bientôt dans Impact pour un nouvel échange.